Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji Home à bout sur le jeu de rôle et on va traiter de la prise de notes. Donc, le contexte de la prise de notes, pourquoi je vais traiter ce sujet, c'est parce que c'est devenu un sujet récurrent. Et aussi, j'avais vu François Letard faire une vidéo il y a 2 jours de ça là-dessus, en sachant que j'étais en train de faire un planning, j'essaie de faire ça pour mes vidéos récentes, essayer de tenir un planning, essayer de garder en note justement ce que je dois dire pour les vidéos et les différents sujets à aborder. Mais après, je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus simple. Donc, on va parler de la prise de notes. Est-ce que c'est devenu nécessaire? Pourquoi c'est devenu un sujet récurrent? Qu'est-ce que j'en pense? Et aussi pas mal d'autres théories, pas mal de théories sur le sujet. Bon, alors déjà, on va commencer par la prise de notes. Alors, le contexte. La prise de notes pour moi est devenue un sujet intéressant à traiter puisque finalement ça revient souvent dans certains sujets dans la tête des gens depuis à peu près 3-4 ans exactement. Si je regarde ça avec beaucoup de détails. Le problème, c'est que cette prise de notes, pourquoi elle a été entamée? Pourquoi le sujet est devenu récurrent en 3-4 ans? Des gens diront que ça remonte à bien plus longtemps, mais je vais dire, moi je l'entends plus souvent depuis 3-4 ans. Pourquoi c'est venu jusqu'à ce point-là? Pourquoi les gens veulent prendre des notes? Pourquoi les gens veulent parler de la prise de notes? Je pense qu'il y a une partie, et il y a deux regards que j'ai, c'est celui sur le regard anglophone et le regard francophone. Sur le regard francophone, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marginal. Parler de la prise de notes, bof, c'est... Je pense que des gens veulent créer des campagnes, des univers, ils sont galvanisés par les actual play et puis ils disent je veux faire des campagnes aussi fournies, aussi géniales que ça. Vous savez, quand tu vois quelque chose et puis tu te dis ouais mais je voudrais faire ça moi aussi. Et qui, des gens te parleront du El Famoso Matthew Mercer Effect, c'est ça? Je ne pense pas que ça ait spécialement un rapport, mais je pense que c'est le début d'un pas vers ça. C'est-à-dire se dire que oui, on va faire une campagne, on va faire sérieux, et comment font les gens pour être sérieux dans leurs actual play, comment les gens font, bah, des fois ils prennent des notes, où ils interprètent bien leur personnage, ce genre de choses-là. Donc la prise de notes est devenue importante. Après, dans le milieu anglophone, je pense que la prise de notes, c'était déjà devenu quelque chose de beaucoup plus nécessaire. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être un petit peu de ça, mais ça doit être, comme j'ai dit, là, le côté français est plus marginal que ça. Mais j'ai une petite réflexion là-dessus. Je pense que les gens du milieu anglophone, surtout les Américains, ils ont un rapport à la technologie qui va être justement une partie du pourquoi justement la prise de notes est souvent mal faite aux yeux des gens, des tables qui ont vraiment, qui disent que vraiment c'est important pour eux de faire de la prise de notes. La prise de notes, pourquoi c'est devenu casse-gueule et pourquoi des tables veulent de la prise de notes et puis que des gens se disent oui mais ils ne prennent pas des notes, ils ne font pas d'efforts. Le fait de prendre des notes ne veut pas dire que la personne fait des efforts. C'est un effort, mais ça ne veut pas dire faire des efforts. Pour expliquer un petit peu le sujet, je rappelle, je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi les gens ont besoin de plus en plus de prise de notes. Plus les moyens de communication et de messages de prise de notes s'ajoutent dans la vie des gens, plus des personnes spéculent sur le fait qu'ils pourraient utiliser ça pour combler certaines faiblesses, et ils ne comblent pas ces faiblesses parce que non seulement ils n'essaient pas de combler ces faiblesses, mais de notre côté aussi, ils n'utilisent pas les outils qu'ils disent qu'ils pourraient utiliser. C'est oui, mais en fait, mais oui, mais je prends des notes, mais bon, je veux dire, j'ai WorkPad, j'ai Office, j'ai le bloc-notes, j'ai des tas de trucs, j'ai un cahier, je peux faire des trucs. Et puis il te dit je peux, mais ne le fais pas. Et quand tu lui demandes des notes, ah oui, mais vous pouvez me rappeler un petit peu le truc, vous pouvez me rappeler des choses qui concernent son personnage, hein. Jusqu'à quel point ça devient limite du foutage de gueule. Sauf que qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? La prise de notes ou le joueur? Parce que c'est souvent le joueur dans ce cas-là. Ben pour moi, c'est évident. C'est le joueur qui est à blâmer. Point barre. La prise de notes n'est pas importante. Et je pense même
ça fera partie de ma conclusion, la prise de notes, le manque de prise de notes ne doit pas être sanctionné. Point. Mais faut même pas, je pense même pas qu'il faut revenir sur le sujet. Celui qui doit avoir de la mémoire, celui qui doit travailler, celui qui doit faire des efforts, celui qui doit essayer de savoir ce qu'on son personnage sait et le consolider pour ensuite tirer des conclusions, c'est le joueur. Voilà. Ça me rappelle le philosophe ou le scientifique, je me rappelle plus, mais j'avais vu ça, je crois que c'était un gars qui... C'était une vidéo qui a été postée sur Dailymotion, je crois, à l'époque, où il y avait un scientifique qui disait qu'il y avait deux types de mémoire, la mémoire fluide et la mémoire cristalline. Alors, la mémoire fluide, elle est évanescente. Pas mal de choses vont et viennent, et du coup, il finit par s'écouler parce que le caractère évanescent vient du fait, des fois, d'une certaine ergonomie, d'une certaine monotonie, ou le fait que c'est quelque chose qui devient quasi naturel, et que du coup, tu finis par oublier certains principes. Un petit peu, et ça explique un petit peu l'explication de certaines personnes qui veulent, qui sont par exemple forts en mécanique, ordinateur, informatique, tout ça, et qu'en fait, ils vont chercher dans des problèmes ultra compliqués pour essayer de savoir pourquoi un truc ne fonctionne pas, alors qu'en fait, ils sont tellement habitués à régler des choses simples qu'ils ne peuvent pas concevoir que le problème soit simple aussi. Comme si finalement la vie est une espèce de pente verticale à gravir. Et la mémoire fluide pose énormément de problèmes. Là où la mémoire cristalline, elle n'est pas spécialement faite dans la douleur, mais elle est faite même pas dans un certain inconfort, mais dans une tentative de vraiment construire une intention, une envie, quelque chose, et voire même une volonté de tenir certaines choses. C'est François Le Tart qui parlait du fait qu'il préfère prendre des notes à l'écrit, et effectivement il a raison de faire à l'écrit parce que la mémoire écrite, et même la lecture sur des livres physiques, on va en parler, est quelque chose qui va plutôt aider la mémoire cristalline que la mémoire fluide. Quand tu écris, tu dois t'appliquer à ce que ce soit lisible, tu dois utiliser les bons mots, éviter les fautes pour pouvoir se relire. Si tu es gêné par les fautes, alors gêné par tes propres fautes, tu le seras aussi. Tu dois essayer de garder une certaine ergonomie, tu dois pouvoir prendre des notes vite et pouvoir prendre des notes bien. Et tout ce processus va t'aider à mémoriser la chose. Ce qui veut dire que ceux qui prennent pas de notes, ils ne se souviennent pas de grand chose parce qu'ils spéculent sur un objet qu'ils pourraient utiliser mais ne l'utilisent pas, et eux-mêmes n'essaient pas de compenser leur absence de mémoire en étant plus attentifs à table ou plus investis. Tandis que la personne qui a pris des notes, elle sait qu'elle a pris des notes et elle pourrait te dire ce qu'elle a noté sans avoir posé le nez dessus, et s'il y a des choses il y a des incertitudes, c'est figé, donc il peut quand même le retransmettre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah ben le livre c'est pareil. Il y a un livre, tu sais que le livre, tu peux pas connaître un livre de par sa couverture. Et des fois il y a des sujets qui ne vont pas te plaire, ou des sujets où tu es en désaccord, et ça c'est le problème de la société de maintenant. Il suffit que tu sois en désaccord pour que, en fait, tu n'envisages même pas le fait de lire le truc. Ah ben ce qui se passe, c'est que tu dois tenir le livre. Tu dois avoir envie de lire ce livre. Tu peux, si c'est des livres qui vont te parler d'opinion, de choses comme ça, il faut savoir faire le poids de ta contradiction, en fait de la contradiction entre le fait que ce que tu lis là, potentiellement, tu vas peut-être pas être d'accord avec, mais tu vas devoir continuer pour savoir où la personne veut en venir. Vous savez, le coup de l'argument que les gens font, c'est « j'ai arrêté à telle minute de vidéo parce que je trouve que c'est de la merde ». Ceux qui ne vont pas jusqu'au bout là, et qui viennent critiquer. Ah ben vous voyez, ça aide à cristalliser la mémoire. Et quand tu as un livre qui aussi te passionne, t'intéresse, tu sais que le rythme narratif te permet d'avancer, mais en même temps tu dois tenir le livre, tu dois faire attention à la lumière ambiante pour que ta lisibilité soit optimale. Tu dois essayer de ne pas abîmer le livre aussi. Toutes ces choses aident à la mémoire cristalline. Et c'est pas une bêtise que de penser que prendre des notes physiquement, ou encore, par exemple, pouvoir parcourir un livre, surtout un livre de JDR pour les MJ, je rappelle, les livres physiques
c'est une bonne chose aussi. Je ne pense pas que ça va disparaître de sitôt. Parce que des gens, pour naviguer, bon, c'est vrai que tu as le PDF, tu as des petites marque-pages qui t'expliquent où est tel ou tel chapitre. Mais des fois, il suffit juste que la personne ait parcouru le livre un certain nombre de fois et qu'il ouvre le livre d'un seul coup, il tombe exactement sur la page en question. Ça vous est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. Des gens diront c'est du hasard, d'autres diront c'est pas du hasard. Je pense que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que dans chaque situation, soit ça sera du hasard, soit ça ne sera pas, mais dans les deux cas, tu te rapprocheras de ce fait. C'est-à-dire que quand physiquement tu as une information et tu sais où tu l'as cherchée, tu sauras instinctivement où tu l'as placée, même si tu ne pourras pas mettre le doigt dessus. Voilà. Et donc du coup, la prise de notes n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et elle ne devrait pas l'être. Je pense pas qu'on devrait sanctionner quelqu'un parce qu'il ne prend pas des notes. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème avec la prise de notes. C'est aussi des fois l'investissement avec la campagne et aussi la mentalité du joueur. Et là, on va parler de choses qui fâchent. Le El Famoso, oui, je joue pour le fun, je joue pour mettre mon cerveau de côté. Bon, alors en sachant que le cerveau fait plus ou moins 75 à 80% du travail dans le milieu du jeu de rôle, je ne vois pas pourquoi tu mettrais ton cerveau à côté. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, quand tu vas te mettre au jeu de rôle, tu vas vouloir justement essayer de t'amuser. Mais sauf que t'amuser peut prendre différentes dimensions et te demande des fois différents investissements. Je dis ça surtout par rapport aux personnes qui, des fois, elles disent oui, mais je veux être avec mes potes. Je veux pas spécialement jouer au jeu vidéo, mais je veux jouer avec mes potes. Et du coup, je veux faire un personnage, je veux rentrer dans l'histoire. Et puis du coup, la personne se pétrit d'inaction. Et en fait, il faut se rendre compte à quel point c'est absurde ce que la personne fait. Parce qu'en gros, le mec va changer le rythme de la tablée, va pourrir la qualité de la tablée, parce qu'il veut rester avec ses potes, mais rien que le fait qu'il soit là et qu'il ne s'investit pas, il baisse le rythme et la qualité de la partie, ce qui fait que ça peut frustrer les autres. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Voilà. Donc, une fois que tu te rends compte de cet élément-là, il y a aussi l'autre élément qui est que le joueur, ben oui, je joue pour le fun, oui, je veux mettre mon cerveau de côté, je veux m'amuser, je veux pas prendre des notes, gna gna gna. Et surtout, ils associent les notes des fois au truc. Ils associent des fois les notes à un travail, à une corvée. Là où encore, je le dis encore, ce n'est pas obligatoire. Mais il y a un peu ce rapport, un petit peu, qui fait beaucoup penser à l'école, où en fait, tu as le rapport du prof qui essaie d'expliquer à leurs élèves certains trucs, et que tu as l'élève qui, des fois, par contestation, par flemme, parce que ça lui donne pas envie, qui ne le fait pas. Et je pense que ceux qui veulent mettre plus de prise de notes ou encourager les gens à la prise de notes, ils savent exactement pourquoi ils demandent de la prise de notes. Ils savent aussi que si bien prise de notes il y avait eu un certain seuil où ça c'est devenu nécessaire, c'est parce que des joueurs faisaient des efforts qu'ils ne font plus désormais. Et je dis ça en connaissance de cause, évidemment. Donc, est-ce qu'il suffit de dire c'est la faute du joueur ou la faute des joueurs? Bah, le maître de jeu, bah, c'est déjà un autre délire. Parce que dans le cas du maître de jeu, quoi, il a peut-être des notes, ou peut-être qu'il n'en a pas, mais peut-être qu'il peut faire 100. Mais s'il fait un one-shot et qu'il veut faire mouche et qu'il veut une bonne aventure, je pense que la meilleure chose à faire, c'est sans doute de prendre des notes. De savoir quelle créature vient ici, quelle est l'annexe qu'il faut prendre, des fois même noter la page au lieu de donner des informations. Ben, il dit oui, je dois lire tel livre et telle page, ça me donnera l'information. C'est censé aider. Sauf que un maître de jeu peut être assez bon pour ne plus avoir besoin de prise de notes. Ou bien qu'il connaisse suffisamment son univers, c'est des choses qui arrivent par exemple de mon côté. Et encore,
Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu... Il y a une différence aussi, il y a une composition à prendre, c'est quand tu crées une campagne, quand tu crées une aventure, quand tu crées un one-shot, et aussi des fois quand tu crées un système de JDR ou quand tu crées un JDR. Si tu connais l'univers, c'est aussi peut-être parce que tu l'as créé. Mais même si tu l'as créé, tu sais que il y a des éléments qui vont s'accumuler et il faudra éviter soit les contradictions, soit les anachronismes ou des erreurs. Parce que une œuvre n'est pas parfaite. Voilà, je pense qu'on peut le dire, surtout avec des franchises qui se veulent connues. C'est pas parfait, mais tu sais que ça va empêcher le fait qu'il y ait eu de moins d'erreurs qui surviennent. Voilà. Et de l'autre côté, ben, le maître de jeu, non, il n'a pas tellement besoin de prise de notes parce que je pense qu'il est... Pour être maître, tu ne peux pas faire du meugeage, comme on dirait en français. Tu ne peux pas faire du meugeage par flemme. Tu te brûles les ailes si tu fais ça. Tu peux pas jouer parce que oui, on t'a dit, oui, tu dois être le maître de jeu, et du coup, tu vas accepter nonchalamment. Les choses ne se passent pas ainsi, et ne devraient pas se passer ainsi. Donc, on se retrouve avec finalement une grosse remarque, hein, qui est que c'est surtout le joueur et ce qu'il faisait avant, il ne le fait plus bien, qu'il y a un problème. Alors, je pense qu'on n'est pas au niveau de la conclusion, mais ça va commencer à ressembler à une conclusion. C'est, est-ce que les prises de notes sont obligatoires? Non. Ce qu'on attend surtout des joueurs, c'est qu'ils se souviennent de ce qu'ils font. Moi, je rajouterai une mention assez spéciale en disant aussi que ça me fait toujours chier de savoir qu'un joueur ne se souvient pas de telle ou telle partie, parce que chacun a sa perception d'une partie, et savoir la perception des autres te permet de t'améliorer, et permet aux autres joueurs aussi de voir sur quel angle il fallait qu'il avait vu la chose, et les événements, et comment ils les ont traités. Je pense que c'est d'autant plus intéressant quand tu fais ça en campagne, parce que bon, quand tu es dans une convention et tu fais un one-shot avec quelqu'un, bon, son ressenti, tu l'as une fois et le problème, il est réglé. Peut-être même que tu ne recroiseras plus jamais la personne de ta vie. Donc, on arrive avec ce constat où finalement, la nécessité du prise de notes et sa mise en place dans les conversations de maintenant vient d'un déficit d'implication que n'a plus le joueur. Voilà. Et c'est un constat, c'est pas un jugement. Et la question, encore une fois, comme dans toutes les choses que dit un maître de jeu, c'est que vas-tu faire en fonction de ça? Et il y a des gens qui me... je leur parle de ça, ça ne va rien changer. Et c'est tant mieux. Mais j'ai quand même une théorie derrière ça. Pas derrière les joueurs, mais derrière les réactions des maîtres de jeu. Alors, maître de jeu, si vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou faire des vidéos réponses. Parce que c'est une théorie, et je pense que c'est des observations que j'ai faites, surtout dans le milieu anglophone, qui m'ont fait penser ça, et que moi-même, à ma table, j'en suis arrivé à ce point-là. Ma théorie, et écoutez bien si vous êtes joueur, écoutez bien ce que je vais dire. Les maîtres de jeu, quand ce genre d'incident arrive, les gens ne se souviennent pas de leur partie, ne se souviennent pas de leur propre fil, de leurs propres règles, qui ne prennent pas de notes, qui ne sont pas investis dans la campagne. Virtuellement parlant, dans la tête du maître de jeu, il a un banc de touches. Il a littéralement un banc de touches prêt pour certains d'entre vous. Et que comme la prise de notes, il ne peut pas forcer, c'est pas obligatoire, ben ce que ça finit par faire, par causer, ben c'est que il ne se fera plus chier, en fait, le maître de jeu. Et attention, est-ce que le maître de jeu a tort ou il a raison? On va être clair là-dessus. Le maître de jeu a raison. Pas de traiter ce système de banc de touche, parce que c'est instinctif. Mais que ça existe,
aucun joueur, je dis bien aucun joueur, ne viendrait à repenser la légitimité que le maître de jeu ait un banc de touche virtuel dans sa tête. Parce que dans le jeu de rôle, il y a une notion d'approbation. Les gens sont d'accord, les gens ne sont pas d'accord, ils essaient de faire ce qu'il y a à faire. Sauf que de l'autre côté, tu as quand même des joueurs qui te disent tout le temps, oui, on va faire des efforts. Tu as tout le temps des joueurs qui viennent te dire, ouais, mais bon, tu sais, je sais que j'ai ce problème-là, mais je vais essayer de le régler. Il y a des promesses non tenues, il y a des engagements qui ne sont pas faits. Il y a des moments où ils te disent, je ne vais pas faire plus que ça. Deal with it. Ah ben, le maître de jeu, il a décidé de traiter ça comme ça, ou dans sa tête, instinctivement, il l'a traité comme ça. Et attention, ce n'est pas quelque chose qui existe de base dans le cœur d'un maître de jeu. Je ne pense pas une seule seconde que ça est dans le maître de jeu. C'est une conséquence du laxisme des joueurs. Et ce que j'ai vu sur des trucs Reddit, ou bien dans des vidéos sur YouTube, ou ce genre de choses-là du milieu anglophone, me laisse croire qu'il y a vraiment un système de banc de touche. Et quand j'y réfléchis, je me suis dit, ouais, mais moi aussi en fait. Moi ce que je fais, c'est que, je vais vous dire très clairement comment je visualise le truc, et comment je me suis rendu compte que je le faisais, et en plus de ça, moi je suis à un niveau très avancé de ça. C'est-à-dire que moi je regarde qui dit quoi. Je regarde si c'est engagé ou pas. Et en fonction de ce qui est fait ou pas, il y a des gens sur le banc de touche et il y a des gens qui ne le sont pas. S'il y a mes joueurs qui voient cette vidéo, je n'ai rien à cacher là-dessus. Vous êtes sûrement pas surpris par ce que je viens de dire là. Et il n'y a aucune raison de s'offusquer. Voilà. Il y a une phrase que disent les Anglais, que je vais traduire en français, c'est « Tu joues à des jeux stupides, tu as des récompenses stupides. » Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est très bon. Quand je dis que je suis à un niveau avancé, c'est-à-dire que je regarde qui dit quoi, je regarde jusqu'à quel point ils sont prêts à s'engager. Je me dis, c'est quand la dernière fois que j'ai eu à parler de ça. Et quand je réfléchis dans quelles circonstances j'ai parlé de ça, c'est-à-dire des rapports de partie, du manque d'investissement, je regarde qu'est-ce qui fait quoi en attendant. Mais par contre, je ne laisse en aucun cas des situations me faire dire « Oui, mais finalement, il n'en fait plus partie. Oui, finalement, il n'en fait pas partie. » Parce que je rappelle, pour moi, c'est une théorie qui s'est avérée vraie pour moi. Et d'observation, j'ai l'impression que c'est vrai pour les autres. Et je dis bien, j'ai l'impression que c'est vrai pour les autres. Mais d'un autre côté aussi, dans la pratique, je sais que il y a un joueur, les problèmes qu'il a posés à la table, les véritables fautes graves qu'il a fait à la table, le nombre de fois où il a été ban, le nombre de fois où il a fait des engagements et il les a pas tenus, et surtout le nombre de fois où il a apporté de la plus-value à la table. Et à partir de ça, je me suis dit, si même moi qui a tendance à analyser et suranalyser, qui est très cérébral au final, si je l'ai fait instinctivement, et que cette théorie part du fait que tu es obligé de penser comme ça pour anticiper les joueurs, ou plutôt accepter, ou tenter d'accepter qu'il y a des choses qui ne bougeront pas des masses, bah tu fais comme ça. Voilà. Donc, ça fera partie de ma conclusion. Ma conclusion, c'est que de toutes les façons, ce truc-là, ce phénomène dont je vous ai parlé, pour moi, c'est une théorie. C'est vrai pour moi. J'ai l'impression que c'est vrai pour certaines autres personnes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est une conséquence. C'est pas le départ de quelque chose. C'est une réaction. Parce que quand tu es maître de jeu, tu dois penser à la campagne, tu dois penser à l'univers, tu dois penser à des tas et des tas de choses. Et quand tu te rends compte que les gens qui devraient t'aider ne t'aident pas, ben à un moment, tu te dis, merde, je vais faire avec ceux qui sont capables. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des joueurs, et surtout les pires, c'est les joueurs qui ne s'investissent pas, qui commencent à chialer.
et je vais commencer par expliquer le truc sur lequel il commence à chialer. Alors c'est un phénomène qui existe officiellement récemment dans les jeux de rôle récents, mais qui existe aussi chez les MJ. Les systèmes de jeux de rôle et les MJ récompensent ceux qui font des efforts, et par contre, ils ne punissent pas ceux qui n'en font pas. Mais par contre, ceux qui ne font pas d'efforts, ceux qui courent après les récompenses, c'est-à-dire qui font un semblant d'effort pour pouvoir avoir des récompenses, et ensuite retourner dans leur laxisme, ils se plaignent. Et ils disent qu'ils sont punis pour ne pas avoir investi le truc. Sauf que punir quelqu'un parce qu'il n'a pas fait quelque chose, et récompenser quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose, c'est pas deux choses opposées. C'est deux traitements différents. Si jamais on considérait que c'était une punition et que ce que tu ne faisais pas, c'est-à-dire par exemple la prise de notes, si tu ne fais pas la prise de notes et on te punit pour ça, rappelez-vous de ce que j'ai dit, je ne pense pas que ça devrait être sanctionné. Je pense que si vraiment au bout d'un moment tu arrêtes de prendre des notes alors que le maître de jeu et toute la tablée s'est mis d'accord ensemble, vous êtes tous mis d'accord ensemble sur le fait que la prise de notes devrait être faite et que toi tu ne le fais pas et surtout tu ne le fais pas de manière répétée, l'ultime punition, ça serait pas de te dire t'es puni, c'est de te virer de la table, point. Alors que si tu récompenses quelqu'un qui fait des efforts, les systèmes de jeu de rôle l'encouragent. Quand tu fais du RP, quand tu fais une action héroïque, quand tu es perspicace, quand tu arrives à sortir au-delà de ce que peut produire ton personnage, mais ce que toi, en tant que joueur, tu produis, il y a des systèmes maintenant qui récompensent ça. Dans mon jeu de rôle, dans mes jeux de rôle, ça m'est apparu comme naturel de récompenser ceux qui font plus d'efforts. Parce que je déteste les moyennes. Les moyennes, quand tu prends les joueurs, c'est rabaisser des joueurs qui font énormément d'efforts et relever des joueurs qui ne le méritent pas. Voilà. Et là, à la différence, pourquoi j'ai appuyé sur le mot mériter, alors que je dis que mériter, c'est avoir souvent un pouvoir sur des choses qu'on n'a pas le contrôle. Sauf qu'en tant que maître de jeu, tu as le contrôle sur ça. Il y a des zones grises, et les zones grises dans le milieu du jeu de rôle, elles sont tangibles pour un maître de jeu. Récompenser des gens pour faire bien et ne pas donner des récompenses sous forme de moyenne et punir les joueurs, c'est chiant parce que finalement les choses ne vont pas rentrer. Mais par contre, récompenser ceux qui sont déjà là, je pense que c'est la meilleure chose qui soit. En conséquence de quoi, la prise de notes n'est pas obligatoire. Elle relève de quelque chose de beaucoup plus important que ça. C'est une question d'investissement. Et j'aurais pu parler en détail du manque d'investissement ou des joueurs qui posent problème, sauf que ça ne sera pas pour tout de suite. Et je pense que parler du manque d'investissement des joueurs, c'est taper sur les doigts pendant une vingtaine de minutes. Et je me vois pas faire ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dirais juste pour conclure, les prises de notes ne sont pas obligatoires si tu te souviens exactement de ce qui s'est passé et que tu réfléchis autour de ce que tu as observé. Point à la ligne. Et surtout, s'il y a un conseil que j'ai à donner au maître de jeu, parce que c'est vrai que j'ai pas donné de conseil là-dessus, s'il y a un conseil que j'ai à vous donner, c'est maître de jeu, ne laissez jamais, et je dis bien jamais, les joueurs dicter comment vous allez voir les situations si jamais ils viennent à ne pas faire ce qui devrait être fait en tant que joueur. N'oubliez pas les trois grandes qualités d'un joueur. C'est sa présence, son assiduité, son investissement, son engagement. Voilà, son engagement dans le temps, son engagement en partie, son engagement hors partie. Donc on va dire l'engagement. Le deuxième truc, c'est sa capacité à épouser les règles de l'univers qu'il est en train de jouer ou du système qu'il est en train de jouer et le faire sien.
Et le troisième, c'est la plus-value. Tu n'es pas obligé d'avoir les trois. Mais par contre, à défaut d'en avoir qu'un seul sur les trois, il vaudrait mieux avoir ça à un niveau très élevé. Bien, bah c'était Gingy, donc là j'étais en train de faire une vidéo sur le racisme que j'étais censé monter ou ce genre de choses là. Mais ça va être assez compliqué de la faire, puisque je pense qu'il y a pas mal de tri à faire, de choses comme ça, donc je pense que la vidéo sur le racisme, puisque j'avais annoncé à des gens que je comptais faire une vidéo sur le racisme, ça va pas être pour tout de suite. Mais j'ai déjà fait un essai, je vais prendre les meilleures notes qui soient, et je vais en parler. Et le problème avec ce genre de sujet, c'est le rapport du fait... comme le racisme est un sujet qui est important dans notre société, on va devoir un petit peu parler de la vie réelle et c'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Après avoir eu, pendant les 1 heure que j'ai parlé, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Et puis après, j'ai réécouté, je me suis dit, je suis pas à l'aise avec le fait de parler des trucs personnellement, même si j'ai pas spécialement quelque chose à cacher par rapport à ça. Bien, salut à tous, à la prochaine fois, et surtout, amusez-vous bien. Je ne le dis pas assez. Il faudrait que je trouve une phrase d'accroche à la fin pour dire aux gens de s'amuser. Je vais y réfléchir. Bref. Bye.